et bienvenue dans vos conversations. La rentrée, c'était aujourd'hui. Près de 12 millions d'élèves ont repris le chemin de l'école. L'école, objet de toutes les attentes, de tous les fantasmes et de toutes les insatisfactions, voire pire. Ça méritait bien une conversation et pour en discuter, donc je reçois ce soir Pascal Vivier, secrétaire général du SNETA, le syndicat des professeurs en lycée professionnel, et nos décrypteurs, l'essayiste Tristan Banon, l'éditorialiste Nicolas Domnac et l'historien Fabrice Dalméda. Dans la deuxième partie de l'émission, l'écrivain Jean-Paul Antoven fera un zoom sur le véritable cerveau de Poutine, c'est comme ça qu'on l'appelle. J'ai nommé Alexandre Douguine. Et puis, l'éditorialiste Christophe Barbier, le sociologue Gérald Bronner vont se pencher sur le cas Darmanin, Gérald Darmanin, l'homme des bras de fer. Ils se livreront ensuite à un exercice difficile, tenter de faire un bilan raisonné du et en même temps d'Emmanuel Macron. Et pour finir, on retrouvera la carte blanche antique de Christophe Onodibio qui va nous expliquer pourquoi la NASA donne toujours à ses programmes spatiaux des noms tirés de la mythologie, la fusée Artemis notamment qui devrait décoller lundi pour la Lune. Et nous, c'est maintenant qu'on décolle. Bonsoir Pascal Vivier. Bonsoir Anna Calvel. Ravi de vous accueillir sur ce plateau. Bonsoir Tristan, bonsoir Nicolas, bonsoir Fabrice. Bonsoir Anna, bonsoir à tous. Alors je le disais, en France l'école est bien plus qu'une institution. On attend tout d'elle. Elle est l'objet de nos fantasmes, de nos récriminations aussi. C'est le mythe notamment du creuset républicain universaliste traversé par des figures vénérées. Et là aujourd'hui, on ne trouve plus de profs, en tout cas une espèce de crise des vocations, de la vocation professorale. Qu'est-ce que ça dit de nous, de notre société ? Ça dit surtout sur l'histoire récente, sur la place de l'école. Ça dit qu'on ne sait plus où l'école se situe, alors que normalement c'est la colonne vertébrale d'une nation. Donc, et ça veut dire qu'on ne s'interroge plus du tout sur l'école, ça sert à quoi ? Est-ce que c'est uniquement pour transmettre des connaissances ? Est-ce que c'est aussi pour former des citoyens ? Est-ce que c'est transmettre une culture commune ? C'est des débats idéologiques qui traversent l'école depuis longtemps, mais je crois qu'on les a surtout abandonnés depuis 40 ans. Monsieur l'historien. Il y a une chose qui me frappe, c'est qu'à chaque fois qu'on parle des crises de vocation, la réponse du gouvernement, c'est de dire on va augmenter les salaires. On l'a encore vu avec Emmanuel Macron qui dit voilà, il faut atteindre 2 000 euros. Mais c'est pas le premier, en fait, à chaque fois. Or, quand on compare avec les autres pays d'Europe, où il y a des salaires plus élevés, comme l'Allemagne, où il y a pratiquement le double comme rémunération pour les enseignants, il faut le savoir, on a la même crise des vocations. Donc je me demandais si c'était pas ce que vous disiez qui était le plus important. C'est-à-dire c'est pas un problème de statut social au sens économique du terme, mais c'est un problème de statut symbolique. Est-ce qu'il faudrait quoi ? Il faudrait qu'on leur donne de beaux uniformes, qu'on leur restaure l'autorité ? Qu'est-ce qu'il faut ? Non, il faut que tout le monde se saisisse, je crois vraiment, de la question de la place de l'école. Est-ce que l'école est centrale d'un pays, d'une nation ? Qu'est-ce qu'on en attend ? Et cette question-là, elle n'est plus réservée à tout le pays. Vous allez voir les organisations syndicales qui vont en parler. À un moment donné, les parents d'élèves sur le coup de la rentrée. Mais jamais vous n'avez un débat sur l'école. À quoi elle sert ? Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même un truc autour de l'autorité ? Sûrement, mais ça aussi, c'est vieux. Et la question de l'autorité, elle traverse tout le pays. Est-ce que c'est la question de l'autorité ou est-ce que c'est la question de la confiance dans les enseignants ? Mais c'est lié, il a raison, c'est l'autorité symbolique, c'est ce que disait Hannah Arendt, c'est la modernité contre l'autorité. Je veux dire, c'est vrai que ça fait 30 ans que cette autorité professorale, son magistère n'a cessé de dégringoler. Et au fond, même d'en venir à un discrédit, il faut voir comment les parents d'élèves parlent aux enseignants. À quelle morgue de dire, c'est insupportable d'ailleurs. Ils sont insupportables avec vous, les enseignants ? Pas les enseignants, pardon, les parents d'élèves. Les parents d'élèves, là. Non, mais les deux, la question, elle était pas mal. Alors, les enseignants, ils peuvent l'être. Les parents aussi. Et vous parliez d'Hannah Arendt, mais Hannah Arendt disait que c'était l'endroit où il fallait être le plus classique possible pour pouvoir exprimer plus tard sa rébellion, sa volonté de révolution. Et ça aussi, on l'a abandonné. Et ça, ce n'est pas que la société, c'est aussi nous, les profs, qui l'avons abandonné. Mais est-ce que ça ne va pas aussi plus largement dans une crise des institutions ? Parce qu'on voit bien, il y a une crise du politique, il y a une crise de la police, il y a une crise de tout ce qui représente une autorité. Et du coup, à qui la faute ? Quand tout ça a démarré, parce que c'est bien de faire un bilan, c'est bien de dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais il faut nommer le mal pour pouvoir le combattre. Quand est-ce que ça a commencé ? À cause de quoi ?
Je pourrais faire facile comme d'autres en vous disant 68, mais j'y crois pas. Je dirais plutôt les années 80. C'est les années 80 où ça a été les années bling-bling, les années tapis, les années fric, où cette question centrale de la place de l'école et ce qu'on en attend n'a plus été traitée. Moi, il y a une chose, en réfléchissant à l'enseignement professionnel, dont vous êtes le grand représentant, il faut quand même le rappeler. L'enseignement professionnel, il démarre il y a très très longtemps, on peut dire dans l'Antiquité, même au Moyen-Âge avec les corporations, mais il y a 2 moments très forts dans la modernité où il avance en France. Il y a la fin du 19e siècle, parce qu'on se dit qu'il faut rattraper les Allemands qui en ont fait avant nous. Donc on commence à faire tout un tas de lois pour créer des instituts techniques, professionnels. Il y en avait avant, mais il y a vraiment une accélération. Et puis il y a les années 60, où il y a le bac pro qui a inventé les IUT. Et je me demandais aujourd'hui, est-ce qu'on arrive à un moment où la crise est telle qu'il faut à nouveau avoir une poussée d'enseignement professionnel? Alors moi j'en suis convaincu. Le bac pro, c'est pas les années 60. Vous êtes un très bon historien, mais c'est 1985. 1969. Non, 1985, le premier bac pro. Vous parlez du baccalauréat technologique. Exact, c'est vrai, c'est le BT. Exact. Je fais amende honorable. Normalement, il n'y a que moi qui ai le droit de le prendre en flagrant délit d'affabulation. En flagrant délire. Mais en tout cas, c'est juste, et c'est l'élément d'optimisme actuel. À savoir, on manque de salariés partout. J'ai été presque amusé, après avoir été affligé, d'écouter le président directeur général d'EDF, qui disait j'ai des centrales nucléaires, elles sont en maintenance, mais vous m'excuserez, moi on m'a demandé de les fermer, et pour l'instant les salariés que j'ai sont formés à fermer. J'ai besoin de tuyauteurs, j'ai besoin de soudeurs, et il faut 2 ans pour les former. Bref, il parlait du CAP ou du bac pro. À ce propos, d'ailleurs, vous voyez que les enseignants, on les forme en 4 jours en ce moment. Donc, d'un côté, vous avez les industries qui vous disent, on a besoin de compétences. Et derrière, il y a une formation. Et de l'autre côté, on vous dit, bon, écoutez, l'adulte, le prof, vous pouvez tous être prof, et en 4 jours, c'est bon. Et on va écouter le ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye. Il nous parlait justement de cette formation d'enseignants en 4 jours. On écoute. Devenir enseignant en 4 jours, ce n'est pas un peu surréaliste? Nous avons des difficultés de recrutement, en effet, des enseignants titulaires, et donc nous devons recourir à des enseignants contractuels. On leur assure une formation de quelques jours. Nous faisons au mieux. On parle ici de 3000 enseignants contractuels nouveaux sur un total de 850 000 enseignants. C'est donc 0,3% du total. Ils rentrent dans le métier, c'est difficile, on les accompagne, mais ça n'est pas une situation optimale, je vous l'accorde. Nicolas Domnac. Non, alors, Petit sourire ne dit rien. Non, moi, si, parce que moi, je l'écoute, je le regarde avec considération, mais depuis des années, parce qu'il travaillait, d'ailleurs, Fabrice Dalmeda également, pour une revue qui appartient au groupe de presse auquel je collabore. Et par ailleurs, c'est une revue formidable qui est la revue L'Histoire. Et qu'il a toujours été quelqu'un qu'on lit, qu'on écoute. Politiquement, c'est autre chose. Politiquement, il est dans une situation, moi, je ne sais pas pendant combien de temps ça va durer, cette extraterritorialité quasiment dont il bénéficie. Parce que, d'abord, il vient après un ministre Blanquer qui a été lâché en race campagne républicaine, si j'ose dire, et que ça va pas continuer comme ça. Je veux dire, les problèmes de la République à l'école vont revenir. C'est le premier point. Deuxième point, il vient, on a promis des augmentations salariales depuis longtemps, mais comment faire? Parce qu'on n'a pas l'argent pour payer à tous les échelons, qui nécessite une augmentation salariale importante au premier échelon, qui est indispensable, encore une fois. Et troisième point, il y a quand même une situation qu'on a décrite tout à l'heure qui est terrible, avec des syndicats qui sont complètement ankylosés dans une défense corporatiste, mais surtout vous, monsieur Vivier. Tragique. C'est connu pour ça. Et Dieu sait si j'aime ce métier, si j'ai aimé ces enseignants et leurs syndicats à certains moments. Mais aujourd'hui, je lisais les reportages. Ils disaient c'est formidable le représentant syndical parce qu'enfin on n'a pas de réforme cette année. Ah ouais, d'accord, ouais, c'est vraiment formidable. Mais ailleurs, vous pouvez lire dans Challenge, là qu'on sort demain, vous pouvez lire le sentiment de discrédit de l'école qui est injuste d'ailleurs en grande partie. Mais n'empêche, je veux dire 85
97% des Français disent que ça se dégrade. Et c'est un vieux refrain qu'on entend. Donc, face à ça, je ne vois pas comment le ministre de l'Éducation, qui reprend en plus le discours d'Emmanuel Macron sur il faudra autonomiser les établissements scolaires, etc., ce contre quoi sont tous les syndicats quasiment. Je crois peut-être pas, vous allez me contredire. Donc là-dessus, encore, il va au casse-pipe. Donc je lui donne encore quelques semaines comme ça d'être préservé des inconvénients qu'ont connus ses prédécesseurs, mais il va morfler. Vrai ? Nicolas Lamanac dit vrai, oui. Non. Mais il parlait d'un état de grâce pour quelques semaines. Je dirais c'est déjà terminé. Ouais. C'est-à-dire que on a passé l'été, c'est un style différent. Mais l'école, il faut avoir la foi chevillée au corps. Il faut la connaître. Il ne faut pas se tromper de photographie. Et quand vous en parlez, là, on est sur le recrutement des professeurs contractuels. Moi, je suis frappé et j'étais heureux d'entendre le ministre dire qu'il va y avoir un concours spécifique pour la titularisation des contractuels. J'ai applaudi les deux mains en me disant super. Dès le lendemain, on nous dit c'est sur uniquement le premier degré. Bref, les professeurs des écoles qu'on appelait avant institutrices et instituteurs. Sauf que le secteur qui absorbe le plus de contractuels depuis toujours, c'est l'enseignement professionnel. Moi, c'est 16% des professeurs de lycée professionnels sont contractuels. Et quand le pays manque de salariés, moi, je manque partout. Pareil, à cette rentrée, on me dit, il nous manque 3000 chauffeurs de bus pour le ramassage scolaire. Et moi, il me manque des dizaines de professeurs chauffeurs poids lourds pour former les élèves. À un moment donné, une bonne nouvelle, comme il a pu faire, qui se transforme sur mon secteur en une insulte, je vous assure que politiquement, ça ne dure pas longtemps. Tristan. Une fois qu'on a fait comme ça l'état des lieux du désastre, parce qu'on peut parler de désastre, franchement, quelles sont selon vous les solutions qui seraient les bonnes? Parce que même sur votre secteur, vous parlez justement de la filière professionnelle. En Allemagne, elle est extrêmement prisée. En France, elle est globalement assez mal vue. C'est quand on a raté à la filière générale qu'on finit en filière professionnelle. Ça, oui. Qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on en est là concrètement? Qu'est-ce qu'on fait à part débattre sur des plateaux de télé de dire c'est une catastrophe? Je crois plus au débat, au nouveau Conseil national de la résistance, pardon, mais il faudrait déjà écouter les professionnels et remettre vraiment ce débat au centre de la société. L'école n'appartient pas uniquement aux parents d'élèves, ni même aux élèves, ni même aux enseignants. Elle appartient à toute la société. Donc il faut remettre la discussion du sens de l'école. Sur l'enseignement professionnel, si on devient sexy, si on commence à s'intéresser à nous, c'est parce qu'on voit partout, qu'on manque de salariés formés, qualifiés, et parce qu'il y a eu aussi, on parle de démissions sourdes, mais il y a eu une autre mobilisation dont on a peu parlé, mais à la suite du Covid, et on ne peut pas oublier cette période-là, 200 000 salariés de l'hôtellerie et de la restauration sont partis. Donc à un moment donné, quand on regarde la photographie, c'est, on pourrait dire, une catastrophe. Je pense qu'on a encore vraiment des personnels de qualité qui ont envie, qui aiment leur métier. Mais si, je le crois. Mais il faut leur redonner de la motivation et donc d'abord les écouter. Et puis se dire, et vous l'avez très bien dit, moi les élèves dont on s'occupe sont des élèves qui arrivent chez nous par défaut. Ils n'ont pas forcément une passion de faire de la maintenance des véhicules, la maintenance des machines-outils, et pourtant on va manquer de tuyauteurs, de plombiers, et tous les jours dans notre vie quotidienne, on a un mal fou à trouver des artisans, plombiers, etc. Bon, c'est simple, on va pas attendre, on va pas continuer à attendre que les jeunes arrivent à 15 ans avec des vraies difficultés scolaires pour leur dire, tu as des difficultés scolaires, donc hop, on te met dans le lycée de la relégation. Mais donc si on veut vraiment... Quand même, il y a une chose, dans ce que vous dites, il y a deux choses. Vous avez parlé essentiellement de métiers industriels et un peu de métiers de service. Nous, on est en train de former la société du 21e siècle. Est-ce que vous avez l'impression que ce lycée professionnel, il est en train de s'adapter aux nouveaux métiers? C'est-à-dire qu'au fond, tout ce qui se développe dans l'électronique, tout ce qui se développe dans la programmation, où on a besoin, j'allais dire, de petites mains de programmation. D'ailleurs, vous insistez souvent sur cette idée des petites mains de la programmation. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, l'État fait l'investissement dans les lycées professionnels pour ça? Parce que dans le secteur privé, je vois qu'un peu oui. Mais chez vous, dans le public? Ah non. Tout simplement. On va être clair. Non. Alors là, on parle des métiers d'avenir et dans le numérique. C'est juste. Mais un autre débat de société, le grand âge. Moi, ça fait
10 ans que je demande un CAP grand âge. Et vous avez à la fois le ministère de la Santé qui ne veut pas et qui met des freins parce que ils ont leur propre diplôme à défendre. Mais je peux vous dire que les EHPAD, les aides-soignantes, les infirmières manquent de personnel pour aller chez les personnes âgées. Vous avez la question de dépendance à un moment donné, et moi, je n'ai pas de CAP dépendance. Donc, il y a une inadaptabilité de certains de nos diplômes, pas due aux profs qui le souhaitent, qui le demandent. Vous êtes tellement pour le CAP, parce que je vous ai entendu beaucoup en parler. Ouais. Donc vous avez donné. J'aime beaucoup ce diplôme, c'est vrai, vous avez raison. Et or, c'est le diplôme par excellence qu'on a essayé de faire disparaître. Alors, vous avez tout à fait raison. On a voulu le remplacer justement par le bac, en se disant on va allonger la durée des études, ce qui permettra d'avoir des enfants un peu mieux formés, en tout cas en culture générale. Ça fait deux fois qui dit que tu as raison. Hein, après, il dit oui, mais vous avez fait une erreur. En tout cas, je vous trouvais très intéressant à la télé, mais vos questions sont aussi intéressantes et en plus, vous m'amusez. Et vous êtes très beau. Alors, le CAP, j'y tiens. Et je vais essayer de faire plutôt une métaphore. Le nombre de Parisiens qui ont fait 15 ans après avoir fait HEC, une grande école de commerce, et qui tout d'un tout coup ont envie de changer de vie, de partir à la campagne, et ils passent quoi? CAP fleuriste, CAP boulangerie, CAP cuisine. Le CAP cuisine. Donc le CAP, vous avez encore un CAP qui est très très valorisé. Et pour un grand nombre de métiers où vous ne pouvez pas accéder à ces métiers sans le CAP. Tous les métiers de bouche, charcuterie, boucherie, etc. Donc j'y tiens parce que c'est un diplôme qui est reconnu dans les conventions collectives, réellement. Normalement, il amène obligatoirement à un métier, alors que le bac pro, aujourd'hui, il est devenu propédeutique à l'enseignement supérieur, on le veuille ou non. Tu peux avoir un avenir. Donc, non, j'y tiens parce que c'est j'entends, c'est des très bons arguments. C'est-à-dire qu'au fond, ce que vous nous dites, c'est qu'il y a des vrais métiers qui ont encore un appel de vocation. Est-ce que vous voulez bien qu'on parle un peu des vraies valeurs de la République, de la façon dont l'école essaye de les garantir, de les promulguer, de les inculquer, néanmoins avec des petits renoncements qui tuent. Vous avez vu, hein, c'est le titre du livre de Laurent Vallogne, c'est son pseudonyme, hein, qui est enseignant et qui est co-auteur de ce texte aux éditions Plomb. Il était ce matin sur Europe 1 et il évoque les tabous. On écoute. Quand je dis ça aurait pu être moi, ça aurait pu être un professeur lambda, parce que n'importe qui aujourd'hui aurait pu terminer en fait divers tragique comme celui-là. Et je pense que ça fait un effet d'électrochoc. Je pense que c'est un tournant. Il y aura un avant, un après. Et que maintenant, il y a certains tabous qui sont levés très clairement. Et qu'on a des discussions très claires autour de cette problématique en salle des professeurs. Donc ma conviction profonde, c'est que je pense qu'on serait beaucoup, beaucoup plus prudent qu'on ne l'a été, parce que là, on a quand même fait preuve de légèreté, sinon de frivolité. Alors, ce qu'il dit, hein, c'est Samuel Paty, ça aurait pu être moi, ça aurait pu être un professeur lambda, ça aurait pu être vous, ça aurait pu être vous. Patrick, vous êtes enseignant d'histoire et de français, je crois, en lycée professionnel. Est-ce qu'il y a des moments où vous auto-censurez? Oui. Oui, on y est contraint. Mais je vais vous répondre très concrètement. L'année dernière, on est intervenu pour défendre des collègues qui étaient remis en cause, soit par les parents, soit par des élèves, sur des questions de radicalité. Et ce que j'ai observé, c'est que à chaque fois, celles qui étaient remises en cause étaient des femmes issues de l'immigration et musulmanes, pour être clair. Donc vous voyez, là aussi, il va falloir qu'on traite ces questions-là avec beaucoup de doigté, mais sans se cacher derrière son petit doigt. Et je peux vous dire qu'elles ont eu une protection policière, on n'en a pas parlé, mais le point commun, c'était ça. Des femmes issues de l'immigration musulmane. Donc oui, ça peut arriver. On a une chance en lycée professionnel, je crois, c'est d'avoir des jeunes plus âgés. Ils ont entre 15 et 22 ans quand vous les amenez jusqu'au BTS. On a peut-être plus de temps, on a moins d'élèves, donc on peut aussi les encadrer et pouvoir en discuter. Et ils ont aussi un pied en entreprise. C'est peut-être le secteur de l'éducation nationale où l'entreprise n'est pas du tout une ennemie, mais une alliée.
On est entre 18 et 22 semaines. Mais est-ce qu'il y a une communautarisation? La question qu'on pose, c'est est-ce qu'il y a une communautarisation, notamment dans les lycées professionnels, puisque c'est là que la proportion d'élèves musulmans est la plus importante, et de ceux qui s'identifient justement entre guillemets aux valeurs de l'islam, la plus importante. Non, sincèrement, je ne le dirais pas comme ça. Et je ne suis pas caché derrière le petit doigt. Non. En revanche, que les lycées professionnels absorbent 75% des jeunes issus de l'immigration subsaharienne, ça a beaucoup changé aussi. Bien sûr. L'immigration maghrébine a accédé au lycée général et technologique ces dernières années beaucoup mieux que pour l'immigration subsaharienne. Mais de là à dire qu'il y a une communautarisation dans les professionnels, non, je ne le vois pas. Des problèmes, oui. Et qu'est-ce qu'on fait contre la peur des enseignants de communiquer, d'enseigner justement les valeurs de la République qui existent vraiment? Ça, c'est une expérience vécue. Moi, j'interviens dans des collèges et dans des lycées, et j'ai eu des professeurs qui m'ont dit non, ça, on n'en parle pas. La laïcité, on n'en parle pas. Et ils m'ont dit, ce que je peux comprendre, ils m'ont dit, c'est nous qui gérons le service après-vente. Qu'est-ce qu'on fait contre ça, contre la peur? Parce que si la peur gagne, c'est la République qui perd. C'est les valeurs de la République qui perdent. On revient au débat initial. Tant que la société ne voudra pas parler de l'école, y compris de la laïcité à l'école, à laquelle je crois profondément, donc on pourra, pour l'instant, vous savez, on n'a pas bénéficié de formation à la laïcité. Et on n'était pas confronté à ces difficultés avec des cas concrets. Si on parle de la formation des enseignants, par exemple, et vous disiez qu'on a les élèves qui sont le plus issus de l'immigration, et j'allais dire, on est fait pour ça, pour aider le plus des élèves en difficulté à obtenir un diplôme, une qualification. On n'est pas du tout formé. Oui, mais c'est grave ce que vous dites. Vous n'êtes pas formé face à ça, alors que c'est un des problèmes les plus importants ces temps-ci. Alors, ces dernières années, il y a eu des stages. Tous les enseignants ont pu y accéder. Malheureusement, ce sont souvent des stages virtuels, en ligne, pas physiquement. Et c'est un peu comme les débats. Les enseignants, ils ont besoin de parler de leur réalité, ce à quoi ils sont confrontés, et d'être reconnus dans leurs difficultés. Là aussi, vous n'étiez pas reconnu dans votre difficulté. Bien sûr. Le prof qui avait les difficultés, c'était un mauvais prof. Et donc, ça, on l'a intégré depuis 20 ou 30 ans. Est-ce qu'il faut faire un grand Grenelle de l'éducation, quelque chose où toute la société participe et on réfléchit, on met les problèmes sur la table, tous? Alors moi, déjà, je serais pour une grande réforme de l'enseignement professionnel. Elle est nécessaire quand on voit l'état des métiers et du manque de salariés dans ce pays, qui doit être aussi à discuter sur la place des métiers, la valorisation des métiers et les conditions de travail des métiers. Parce que là aussi, 70% des jeunes qu'on forme en bac pro hôtellerie, 3 ans après leur diplôme, ne sont plus dans les métiers de l'hôtellerie et de la restauration. Donc la question, c'est pas l'école. La question, ce sont les conditions de travail, les salaires pour ces salariés, puisqu'ils s'en vont. Et que après le Covid, 200 000 ont découvert qu'ils pouvaient avoir une vie de famille. Donc la question, là, vous voyez, c'est à chaque fois, bien sûr qu'il y a des questions tabous. Mais la question, c'est est-ce que c'est la faute de l'école ou est-ce que c'est la faute des métiers? Eh bien, écoutez, on remet tout ça et on essaye d'en discuter ensemble. Avant d'en discuter, avant d'en débattre, il faut écouter tous les partenaires. Et ça, c'est pas forcément fait. Et si on allait voir ce qui se passe ailleurs, en Israël par exemple, on est en ligne avec Nourit Sherpin qui est enseignante à l'école à Tel Aviv. Est-ce que vous m'entendez? Bonsoir. Oui, j'entends bien. Comment s'est passée votre rentrée, Nourit? Aujourd'hui, c'était avec beaucoup d'excitement parce qu'on a pensé qu'il y aura peut-être la grève, peut-être pas, jusqu'à la dernière minute, comme chaque année. Les mêmes problèmes, les mêmes histoires. Et hier soir, on a annoncé qu'il n'y aura pas de grève. Alors, tout le monde était content, les parents, les élèves. Et parce que quand même, la routine est importante. Maintenant, j'espère que ça ira. Mais le premier jour était vraiment excellent. Du côté avec les enfants, rencontrer les profs et tout, beaucoup de bonne volonté, mais il faut dire qu'il y a un manque de profs. Ah, chez vous aussi donc? Chez nous aussi, je pense que c'est dans toutes les écoles et on peut voir ça aussi d'après les annonces que j'ai vues la semaine dernière, qu'on cherche des profs dans telle et telle école et on dit, dans l'annonce c'est écrit, on n'a pas besoin d'une formation de prof, un BA
c'est un avantage, mais pas nécessaire, seulement l'amour. Si c'est seulement l'amour, alors oui, on essaye de tellement... c'est pas facile, il y a vraiment un grand manque de profs. Aussi après la corona, beaucoup de profs ont quitté. En plus, c'est devenu plus grave. Eh bien, merci beaucoup, Nourit Pernoun, pour ce témoignage qui nous montre qu'au fond, les problématiques sont assez comparables, en fait, en Israël et à Paris. Nicolas oui, non, vous avez peut-être une réponse à une question que je me pose depuis longtemps, parce que je suis d'une famille d'enseignants, j'ai beaucoup de proches qui sont enseignants. Alors ça donne des joies, mais qu'est-ce que c'est dur ce métier. Et je me dis toujours, mais est-ce qu'on peut vraiment faire ça toute sa vie? C'est une question qu'on s'est posée au début des années 2000 avec Claude Allègre, où on pensait à la deuxième carrière. Bon, mais ça n'aboutit jamais. Oui. Ça n'aboutit pas parce que quand vous parlez de seconde carrière, les administrations ne veulent pas prendre des enseignants parce que l'image des enseignants est faite, c'est celui qui sait tout, c'est celui qui est un empêcheur de tourner en rond. Et c'est très difficile. C'est d'autant plus difficile que même dans l'éducation nationale, passer d'un corps à un autre est immensément difficile. Ouais, c'est vrai, changer de corps, changer de décor, c'est... un rêve, Nicolas Domnac. Oui, c'est un rêve, mais c'est un rêve, ça devrait faire partie... bon. Et alors, sauf si Tristan veut y aller, mais... allez-y, Nicolas. Non, on ne peut rien vous refuser dans cette émission. Je disais tout à l'heure en passant que les syndicats, aujourd'hui, ils ont eu un rôle positif essentiel, mais ont quand même une fonction corporatiste trop poussée et sont loin des enjeux de l'école. Je pousse le bouchon trop loin. Toute petite réponse. On pourrait poser la question avec les confédérations syndicales et les partis politiques où vous avez eu un mouvement qui s'appelle les Gilets jaunes. Dans l'éducation nationale, vous avez les stylos rouges, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tout ce qui est institution est remis en cause. Est-ce que ce sont des empêcheurs de tourner en rond ? La réponse ne vous appartient pas, moi. Eh bien, merci Pascal Didier d'avoir été avec nous. Merci Tristan, merci Nicolas, merci Fabrice. Nous, on se retrouve dans quelques instants avec nos décrypteurs, l'éditorialiste Christophe Barbier, le sociologue Gérald Bronner et l'écrivain Jean-Paul Enthoven pour continuer ces conversations. À tout de suite. Clara, pour le bilan? Oui, c'est prêt. Attends, mais mate-moi ce petit canapé. T'es prêt? Avec la fibre raide, facile d'en profiter à fond. C'est doux, hein? Après, tu peux te mettre comme ça. On n'est pas bien, là? Le plus dur, c'est de s'arrêter. Attends, on va passer des heures à faire ça. La fibre raide, 23 € par mois, sans engagement. Red by SFR, c'est vert, c'est clair. Découvrez Radio i24 News. Écoutez i24 News gratuitement, partout, tout le temps. Radio i24 News, c'est le streaming audio live de la chaîne, avec un journal toutes les 30 minutes, dès 7h du matin, des magazines et les rendez-vous d'infos du soir. En voiture, en travaillant, depuis votre smartphone, votre tablette ou un ordinateur, retrouvez en permanence l'actualité du Moyen-Orient et ses répercussions internationales. N'attendez plus, rendez-vous sur notre site web ou nos applis et cliquez sur le bouton Radio i24 News. Histoire et découverte, je vous emmène avec moi à l'Hérodion, l'un des projets de construction les plus ambitieux d'Hérode le Grand. Nous sommes en moins 37 avant notre ère, c'était le palais d'été, la forteresse, la capitale et le cimetière du roi bâtisseur. De tous les chantiers construits, Hérodion est le seul qui porte son nom. Retrouvez-moi dimanche à 21h sur i24 News. GMO seront toutes au Gala i24 News Paris le 5 septembre. On vous attend. Elle respire et vibre au fil des millénaires. Découvrez-la par le toucher, l'ouïe, l'odorat, le goût.
Découvrez la Terre Sainte comme nul autre auparavant. Voyage en Terre Sainte, chaque dimanche, uniquement sur i24 News. Bonjour à tous, vous êtes sur i24 News et à la une à l'actualité, c'est pour parler sur l'accord sur le nucléaire iranien qui sont peut-être en danger alors que les Européens se mobilisent pour finaliser un nouveau texte avec Téhéran. Washington estime que la dernière réponse fournie par le régime des Mollahs est un pas en arrière. Les détails avec Déborah Benayoun. Les termes de l'accord ne sont pas satisfaisants pour les États-Unis. Selon Washington, la réponse transmise par l'Iran aux alentours de 3 heures du matin ne serait pas constructive. La porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche, Adrienne Watson, a déclaré que certaines lacunes avaient été comblées ces dernières semaines, mais que d'autres subsistaient. Son de cloches différents chez les Iraniens. Un peu plus tôt, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a estimé que